Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de la saison 2. Pour rappel, l'aventure du Trail qu'on aime a démarré en juillet 2024 après moult réflexions endiablées sur notre groupe WhatsApp. En gros, on voulait créer un podcast à notre image et un podcast qu'on aimerait écouter en tant que passionné de trail. Après 11 épisodes en 2024 et plusieurs milliers d'écoutes, je crois qu'on a plutôt bien réussi. En tout cas, on a pris un immense plaisir à vous proposer du contenu toutes les 2 semaines l'an passé et on compte bien continuer à faire la même chose en 2025. Soyez sûr d'une chose, c'est qu'on va conserver la même liberté de parole et la même authenticité dans nos propos pour vous régaler toute l'année. On avait hâte de vous retrouver, on espère que vous aussi. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe d'experts passionnés qui va m'accompagner cette saison, à commencer par celle qu'on a eu l'honneur d'intégrer dans la troupe en fin de saison dernière, aussi bien photographe, vidéaste qu'athlète multisport entre 2 montages. Margot Lemap, comment ça va ? Hello. Écoute, tout roule. Je profite toujours autant du ski entre Thônes et Châtel. J'attends juste que le beau temps revienne, mais voilà, tout va bien. Tu seras accompagné par celui qui est athlète, youtubeur, instagrammeur ou encore influenceur. Quelqu'un qui finalement est pleinement connecté à l'ère du temps. Mathieu Delpech, comment ça va ? Alors en ce moment là, je suis un peu au chômage technique là des réseaux parce que j'ai pas trop eu le temps à Noël et je suis concentré sur ma prépa hivernale qui se déroule à merveille et j'ai mis 2 dossards récemment, un à pied sur une petite corrida du Nouvel An à Innsbruck et puis une petite vertical race en ski de rando. Ça fait du bien de ressentir le goût du sang dans la bouche. Celui qui a décidé de nous rester fidèle pour cette nouvelle saison, le doyen de l'équipe qui lui pour le coup a un peu plus de mal que son collègue Mathieu à s'adapter à l'ère des réseaux sociaux. Même s'il a fait de grands progrès, il faut le noter. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut Alex, salut à tous. C'est vrai que moi je suis d'une génération, on pensait aborder plutôt qu'à communiquer. Maintenant, il faut faire les deux. Pour le reste, la forme est meilleure qu'il y a un an parce que je pouvais pas courir. Donc là, pour le moment, je peux courir sans douleur sur mon genou. Tout n'est pas encore parfait, mais ça va bien. Je me considère un petit peu semi-retraité sportif. On verra de quoi sera faite l'année au niveau du sport et des compétitions, mais il y a plein d'autres projets, donc je vais pas m'ennuyer. Et puis je suis désormais chroniqueur unique du trail qu'on aime pour l'année 2025. Et ça fait plaisir. Et Matt a dû forcément, pour me débaucher, faire un crédit sur 5 générations. J'espère qu'il arrivera à s'en sortir. On vous rassure, il est pas très cher, Nico. Et puis enfin, celui qui est kiné, préparateur physique, chef d'entreprise ou encore podcasteur, mais où trouve-t-il le temps de faire tout ça ? On se le demande. Théo Robin, comment ça va ? Salut, ça va bien. Après les fêtes en Terre Sainte bretonne, ça faisait plaisir. Et là, de retour en Savoie, on profite un peu de la neige au-dessus de la maison et on reprend tranquillement l'entraînement et surtout le boulot. Et n'oublions pas l'animateur de ce podcast qui a pris les rênes d'une façon magistrale, Alexandre Viol, le BG du 15. Comment ça va ? Écoutez, ça va très très bien. Malgré la météo morose depuis quelques jours, on profite quand même des joies du ski puisque je suis installé pour cet hiver à Laclusa. Donc ça faisait un petit moment que je voulais vivre la vie en station et je peux vous dire que c'est très très chouette. Donc voilà, très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Les amis, au sommaire de cet épisode, on débutera en vous parlant des nouveautés qui vous attendent pour cette année. Mathieu vous a réservé plein de belles surprises. On enchaînera ensuite avec nos actus perso et nos projets pour 2025. Est-ce que Nico va enfin prendre sa retraite sportive ? On vous dira tout. Puis on prendra le temps d'échanger sur l'intérêt et l'avantage des sports croisés durant cette période hivernale où il est très souvent intéressant de prendre le temps de construire les bases de la saison et pour cela de varier les disciplines. On se fera d'ailleurs un petit focus sur les récents résultats des trailers sur route, car oui, il paraît qu'aller vite à plat, ça permet d'aller vite en bosse. Nico et Théo nous en diront nous diront quelques petits mots à ce propos. Et puis enfin, on terminera, comme on a l'habitude de le faire, par nos recos du moment. Pas de rubrique mercato, on sait que vous l'attendez avec impatience, mais on vous réserve ça pour le prochain épisode. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, saison 2, épisode 1, c'est parti. Petit jingle, qui c'est qui veut faire le jingle pour cette nouvelle saison ? Je pense qu'il faut laisser Théo, il était bien. Non, je passe mon tour, c'était catastrophique. On va le mettre en montage. Ouais. Le trail qu'on aime, saison 2, épisode 1. Allez, on démarre cet épisode par l'instant nouveauté. Mathieu,
à quoi les auditeurs et auditrices vont pouvoir s'attendre cette année? On a pas mal travaillé dans l'ombre ces dernières semaines pour vous préparer une saison 2025 dantesque. On va mettre les petits pas dans les grands pour ravir notre communauté toujours grandissante. On vous en remercie d'ailleurs d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Continuez de bien vous abonner, ça fait plaisir. Et en premier lieu, pour mieux communiquer avec vous et que vous soyez plus informés de ce qui se passe au niveau du podcast, on va lancer la page Instagram. On a créé une petite identité graphique aux petits oignons avec notre spécialiste des visuels Margot Lemap. Donc j'espère que ça va vous plaire. Normalement, à l'heure où ce podcast est publié, la page Instagram est en public, donc foncez sur Instagram. Le lien, il est dans les notes de l'épisode, et donc vous retrouverez à chaque fois les programmes des épisodes, des petits contenus additionnels. On vous plein de surprises en 2025. On va aussi essayer d'améliorer un petit peu la qualité audio des épisodes. Donc j'espère que vous allez l'entendre déjà sur ce premier épisode de la saison. Et puis enfin, on a une nouveauté. On va avoir des petits partenariats avec des marques qui sont en train de naître. Donc on est super content parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir améliorer la qualité du podcast. On vous en dira un petit peu plus tout au long de la saison. Pour l'instant, c'est pas encore terminé tout ça, mais je pense que ça va être une très très belle saison, en tout cas au niveau de la qualité de la communication. On a bien travaillé là-dessus, mais on n'oublie pas non plus le côté éditorial et la qualité de ce qu'on va vous raconter. D'ailleurs, Alex, de quoi on va parler cette saison? Bah, sans trop vous en dire, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on continuera bien sûr de creuser des sujets d'actu. On essaiera d'aller toujours plus loin dans nos décryptages et dans nos analyses, et puis aussi continuer à vous donner nos meilleurs conseils grâce à nos experts de l'entraînement, de la prépa physique ou encore de la com, et surtout aussi de vous donner la parole comme on aime le faire en invitant lors de chaque épisode un auditeur ou une auditrice pour venir débattre avec nous. On a vraiment envie que cette année, vous soyez encore plus acteurs et actrices du podcast. Et puis pour terminer, Mathieu, si les auditeurs et les auditrices veulent nous soutenir, comment ils peuvent le faire? Eh ben, tu fais bien de me poser la question parce que même si on va peut-être avoir un petit peu plus de budget cette année pour faire des trucs quali, ce qui fait vivre le podcast, eh ben, c'est les auditeurs. Donc, on a vraiment besoin que vous notiez sur vos plateformes de podcast, que vous vous abonniez sur les différentes plateformes que vous utilisez pour ne pas rater les épisodes. N'hésitez pas aussi à mettre des petits screenshots sur Instagram lorsque vous l'écoutez. On partagera avec plaisir sur la page du podcast. Donc, c'est ltqa.podcast. Le arrobas de notre page qu'on vient de lancer, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à interagir au maximum là-dessus et puis donnez-nous vos avis, on est preneurs. Donc c'est vraiment les échanges et grâce à vous qu'on va pouvoir grandir et faire des trucs à chaque fois de plus en plus quali. Allez, on va pouvoir passer à nos actus et nos projets pour 2025. On a décidé pour ce premier épisode de s'attarder un petit peu plus sur nos actus perso pour que celles et ceux qui découvrent le podcast puissent en apprendre un peu plus sur nous. Et puis ceux qui nous connaissent déjà, de creuser encore un petit peu plus. Théo, on peut peut-être commencer par toi. Tu as connu pas mal de nouveautés en 2024 et il me semble qu'en 2025, il y a toujours des belles choses qui se préparent. Ouais, exactement. Là, il y a un gros changement qu'on attendait depuis longtemps avec la structure. C'est que là, je vais arrêter mon activité libérale d'ici le mois de février. Et du coup, je vais passer à 100% sur Cap. Du coup, ça va être un sacré changement à venir. Là, avec Gauthier, ça faisait plus de 3 ans qu'on a commencé à travailler sérieusement sur la structure. Donc, on a quand même dû passer quelques nuits blanches et faire énormément d'heures de travail devant les écrans. Je crois que j'y ai perdu mes yeux, c'est pour ça que maintenant j'ai des lunettes. Et voilà, il y a encore pas mal de projets qui sont en développement sur Cap avec des trucs qu'on peut pas encore annoncer, mais qui sont plutôt chouettes pour la suite. Et moi, je quand même vous remercier tous les trois, les gars, donc Matt, Nico, Alex, pour nous avoir fait confiance dès le début. Sans vous, ça aurait pas été possible, ou en tout cas, ça aurait été bien différent. Et puis aussi, merci beaucoup à tous les athlètes et les gens qui suivent l'aventure, ça nous aide beaucoup. Et puis une petite nouveauté qu'on peut quand même annoncer, c'est que au sein de la structure, il y a Clémence Marquis-Delhomme qui nous rejoint. Elle est kiné, mais elle nous rejoint essentiellement pour sa casquette de préparatrice mentale au sein de Cap. Et donc voilà, on espère que tout va s'aligner pour que 2025 soit absolument exceptionnel. Mathieu, une petite réaction? Et moi, Théo nous a bien parlé de ses objectifs professionnels et de sa structure de coaching et d'accompagnement Cap, mais moi, j'aimerais bien qu'il me parle un petit peu de ses objectifs sportifs personnels. On commence par un semi-marathon au mois de février à Cannes.
Du coup, ça va être beaucoup dans le sud cette année. Après, j'ai une course et je ne sais pas encore le format qui sera sur Samoins. Je suis en train de voir parce que hier, ils ont sorti un nouveau format qui n'était pas prévu entre le 50 et le 100. S'appelle le Mont Blanc des Dames. Et ensuite, ça sera sûrement du côté de Nice, Bahut TMB à la fin de l'année. Et d'ailleurs, juste pour réagir, tu nous as rendu hommage gentiment, Théo, mais vous devez avec Gauthier votre succès, votre réussite uniquement grâce à vos compétences. Donc merci surtout à vous deux d'avoir accepté notamment de travailler avec moi sur la partie Académie Sidas Matrix. Les athlètes, aussi bien que moi, ont été très contents de pouvoir collaborer avec toi et Gauthier, et puis de continuer à cette collaboration pour 2025. Mathieu, tu nous as dit que tu étais en plein dans l'entraînement en ce moment. On t'espère sur le devant de la scène de trail cette année. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Et ben ouais, la prépa hivernale, elle bat son plein et c'est une période que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a aucune pression de compétition qui arrive et de se précipiter pour essayer d'avoir une forme trop tôt et de prendre des risques. Donc j'ai vraiment pris le temps après la coupure, augmenter le volume à pied très très progressivement. On a bien quantifié la charge au niveau du suivi des bornes et aussi du dénivelé pour éviter tout problème et ça a payé puisque les sensations commencent à arriver petit à petit. Et cet hiver, donc j'ai deux priorités. Donc évidemment faire une grosse base puisque j'aime bien faire des sports croisés, on en parlera après, mais j'aime bien faire du ski de fond et du ski de rando et c'est vraiment le moment idéal. Donc ça, c'est la première mission, faire du volume sur les skis pour se faire... c'est toujours bien de faire l'aérobie. Et la deuxième mission, c'est un petit peu de s'adapter à plat parce que c'est quelque chose que j'avais pas pris le temps de faire ces dernières années parce qu'à chaque fois, ça me prend énormément de temps de m'adapter avant de pouvoir faire des vraies séances à plat. Et donc là, on a pris le temps cet hiver et je pense que c'est quand même quelque chose qui est important pour les trailers aussi d'avoir une réserve de vitesse. Même si c'est pas un facteur clé de la performance, c'est quand même quelque chose qui est toujours utile parce que même sur les parcours un petit peu montagnards, il y a toujours des parties roulantes et quand à 15, tu sens que tu es un petit peu juste et que musculairement, tu n'es pas habitué, c'est quand même problématique. Donc là, on a fait ça cet hiver et ça a déjà bien payé parce que j'ai fait un 5 km à 3,04, donc avec des virages très serrés et des conditions pas idéales pour bien courir. Donc je me suis surpris à avoir des bonnes sensations à plat. Et puis là, je continue de me faire plaisir, on continue de travailler tout ça pour aller sur les premiers objectifs de l'année qui seront rapides puisqu'il y aura de la route et des trails roulants en cette première partie de saison. Est-ce que tu peux en dire un peu plus pour nos auditeurs et nos auditrices qui, je pense, ont envie de savoir où ils pourront te retrouver à court terme? Eh ben, normalement, je vais aller au Trail Givré prendre ma qualification pour le championnat de France qui sera quand même a priori mon gros objectif de la saison parce que ça fait maintenant 10 ans que j'ai eu la chance de porter le maillot bleu-blanc-rouge en équipe junior. Donc pour fêter ces 10 ans, ça serait sympa de réussir à remettre ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est quelque chose qui m'attire là, pour les championnats du monde cette année. J'ai vraiment envie de faire ça. Et sinon, sur les courses de début de saison, il y aura quand même des courses Bahut TMB parce que c'est toujours bien d'avoir les tickets en sécurité pour les finales, puisque là, je suis toujours pas qualifié, que ce soit pour 2025 ou 2026. Donc, je vais faire deux manches. Je serai à Chianti sur le 50 km. Et puis après, je serai au Mont Ventoux sur le 80. Et puis, dans la deuxième partie du début de saison, sur la fin du printemps, là, je serai plus focus pour préparer les courses montagneuses de fin d'année comme les championnats de France. Top. Et puis tu as annoncé pas plus tard que hier, alors aujourd'hui on est le 9 janvier, donc tu as annoncé le 8 janvier que tu allais re-signer avec ton sponsor Brooks puisque tu étais en fin de contrat. Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots? Ouais, mais je suis vraiment content. C'est une belle marque de confiance que Brooks me renouvelle ici. Malgré des saisons qui ont été faites un petit peu de haut et de bas, j'ai quand même toujours l'espoir même si maintenant j'arrive à 28 ans avec un œil extérieur, je me dirais que à 28 ans quand même, si t'as toujours pas fait les grosses pertes, ça va être compliqué d'être sur le devant de la scène internationale. Mais moi, je continue d'y croire parce que à chaque fois, il y a eu des petits pépins qui m'ont empêché que tout s'aligne et que j'arrive à avoir un niveau régulier très élevé. Donc j'espère que 2025 ça va être bon pour moi et c'est vraiment cool que Brooks m'ait suivi sur ce projet et qu'ils m'aient accordé leur confiance 2 ans de plus pour essayer d'aller mettre les choses en place et d'aller essayer d'aller atteindre mon plus haut niveau sur ce format d'abord très long là que j'ai envie de bien maîtriser. Et puis sinon au niveau des partenaires il y aura des petits changements. Pour l'instant je peux pas en dire plus mais il faudra suivre ça. Très bien. Margot, t'en es où actuellement, niveau pro, niveau sportif? On a vu que tu étais parti en vadrouille de l'autre côté de l'Atlantique. On espère que tu as bien profité. Ça va être quoi un petit peu tes
tes premiers gros rendez-vous pour 2025? Ouais, bah là, j'ai bien profité des fêtes avec ma famille qui malheureusement habite loin. Donc, petit pincement au cœur de devoir prendre l'avion pour voir ses proches, mais ça faisait 10 ans, donc ça fait du bien. Sinon, professionnellement, il y aura pas mal de nouveautés en 2025, mais je préfère garder tout ça pour moi pour le moment. Il y aura un peu plus de projets en vidéo, toujours autant en photo. Probablement un peu de shoot en ski sur la fin de saison là. Et puis le reste, je le dis pas encore. Sinon, en perso, en ce moment, je me fais vraiment plaisir en ski de rando. C'est cool parce que tu peux faire beaucoup de volume sans trop te faire mal, mais ça, du coup, on en parlera dans le reste de l'épisode. Je prépare le 115 km de l'Alsace UTMB en mai. Donc là, c'est cool de pouvoir faire beaucoup de volume. C'est une distance qui est toute nouvelle pour moi. Donc voilà, c'est cool de pouvoir mettre des heures à ski sans trop abîmer la mécanique. Donc du coup là à ski je me fais bien plaisir, je pars même sur ma première course ce week-end sur l'étape de la Pyramenta, aucun objectif si ce n'est de pas me faire les croisés, donc voilà, je crois que ce sera une belle journée niveau météo, donc vraiment hâte d'aller découvrir ça. Et puis niveau boulot en ce moment c'est une période assez calme pour moi forcément, en étant spécialisée quasi exclusivement dans le trail, l'hiver c'est calme. Donc, c'est le moment de faire la compta, faire les sauvegardes, réactualiser le site, bref, tous les trucs un peu chiants. Mais bon, après une bonne journée de ski, ça passe déjà beaucoup mieux. Et donc là, si pour parler un petit peu plus de la partie boulot sans trop rentrer dans les détails, toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà des contrats qui sont signés pour l'année? Est-ce que tu as déjà des dates importantes où concrètement tu dois réserver tes week-ends? Comment ça s'organise un petit peu ta saison à ce niveau-là? Souvent, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qu'on signe en dernière minute. On commence à en parler déjà pas mal en amont, mais il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur, déjà sur la participation de certains athlètes aux courses en fonction des blessures, des derniers changements et tout. C'est toujours assez compliqué d'être sûr à 200% qu'on va aller sur telle ou telle course avec tel ou tel client. Donc oui, moi, on se réserve toujours les grosses dates. On sait, on a des grosses idées des clients avec qui on va bosser, mais il faut garder une énorme part de flexibilité parce que il y a toujours des changements de dernière minute. Donc on signe rien trop longtemps en avance. Ça, je pense que c'est les marques qui se protègent. Sauf les trucs énormes type UTMB et tout. Mais voilà, donc on en parle, mais il faut rester ouvert au changement de dernière minute. Ok, et tu nous as dit que tu préparais le 115 km de l'Alsace UTMB qui a lieu mi-mai. On parlera peut-être un peu plus en détail de nos prépas respectives et de comment on s'entraîne l'hiver tout à l'heure. Mais toi, justement, par rapport à ton métier, c'est la bonne période pour pouvoir préparer des trails et notamment de l'ultra? Ouais, moi, c'est assez cool là parce que j'ai mes journées. Déjà, mon métier, je peux m'organiser un peu comme je veux quand je suis sur des périodes de montage et tout. Et puis là, en ce moment, j'ai pas énormément de boulot, donc je peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de volume. Et il faut juste que je m'écoute. Je suis bien suivie avec mon entraîneuse Sabine Erstrom. Et du coup, on bosse vraiment bien ensemble, on enquille du volume et tout se passe bien, avec toujours des séances à pied parce que déjà j'adore ça et c'est très important pour moi de faire plein de sports en même temps. Je fais aussi du home trainer et tout, j'ai du mal à rester concentrée sur une seule tâche. Et puis pas mal de séances à pied d'intensité parce que ça reste une course qui va devoir pas mal se courir et puis voilà. Il y avait un objectif de cross en début de saison, mais en fait, je suis trop bien sur les skis pour aller me foutre dans la boue en ce moment. On suivra ça de près en tout cas. Et puis Nico, tu nous annonçais en fin de saison dernière que tu avais acheté une maison avec ta compagne et que tu allais sûrement te lancer dans quelques travaux. Est-ce que ça veut dire que tu vas peut-être un peu moins courir, un peu moins borné qu'à l'accoutumée? Disons que déjà, je suis plus athlète semi-professionnel, on va dire, puisque j'ai pas renouvelé mon contrat avec Brooks. Alors, je vais continuer à travailler pour la marque pour d'autres postes, pour un autre poste. J'en parlerai un petit peu plus tard quand ça sera finalisé. Mais voilà. Alors après, on a la chance, on va dire, dans le trail par rapport à d'autres sports, de pouvoir continuer à
participer, on va dire, aux compétitions et même aux compétitions de haut niveau sans forcément être dans une équipe professionnelle. Donc, je parlerai pas vraiment de retraite parce que voilà, j'ai été un peu contraint par globalement mon genou un petit peu et les aléas qui en ont découlé. Mais c'est vrai que j'ai pas envie forcément de finir ma carrière sur 2 saisons où j'ai pas pu m'exprimer. Donc, c'est vrai que j'ai au fond de moi cette envie de refaire un beau résultat, en tout cas quelque chose où je suis fier de moi et l'impression d'être une bonne version de moi-même avant de peut-être tourner définitivement la page. Après, très globalement, je m'entraîne peut-être un peu moins que dans les grandes années, mais j'essaye quand même de m'entraîner toujours comme un athlète, entre guillemets, qui aspire à des performances de haut niveau. Même si j'ai toujours dit le haut niveau, on le décrète pas, c'est lui qui nous choisit. Actuellement, je pense que je suis plus un athlète de haut niveau sur mes dernières années au niveau des résultats. Voilà, et sinon, il y a d'autres projets aussi qui mûrissent tranquillement et on aura le temps d'en parler tout autour de la saison. Mais globalement, il y a plein de nouveautés. C'est la fin un petit peu d'un cycle quand même parce que j'avais aussi envie de me décharger un petit peu de cette pression d'être athlète semi-pro parce que j'ai toujours tenu un peu un discours qui est du style quand tu n'as plus vraiment envie de faire les efforts et les concessions pour faire du sport de haut niveau, faut laisser la place. Voilà, j'ai passé 2 années où j'étais encore en contrat avec Brooks où j'ai pas trop pu courir, je le vivais pas toujours bien, même si bon voilà, j'avais été vice-champion du monde fin 2022 et que j'estimais pas forcément voler le contrat d'athlète que j'avais, mais voilà, il y en a pas pléthore des contrats et c'est vrai qu'il faut parfois aussi savoir laisser la place aux plus jeunes ou à ceux qui sont plus motivés quand on a un petit peu moins l'envie. Moi, j'ai eu la chance grâce au sport d'avoir développé des choses qui me permettent d'avoir une vie où je peux continuer à m'entraîner comme un athlète si j'ai envie et tout en continuant mes autres activités. Donc voilà, après, j'ai pris un dossard pour le moment, seulement cette année, pour la grande kermesse de fin août, puisque j'avais gagné le droit de m'inscrire de m'inscrire et de payer sur l'OCC. Donc voilà, ça serait vraiment la course sur laquelle j'ai envie d'être performant peut-être en 2025 parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'impression d'arriver à mon meilleur niveau fin août et voilà, d'essayer de refaire une course avec des ambitions, on va dire, on va rester modeste, mais déjà un top 10 aujourd'hui sur une OCC, ce serait un très beau résultat. Quelle sagesse. En tout cas, on se fait pas de soucis pour le fait que tu sois là pour nous mettre des fessées sur les séances, au moins sur la bicyclette. On sait que t'aimes ça, en mettre partout, donc c'est pour ça on sait que tu seras toujours présent. Et maintenant, je pense que on peut passer à Alexandre. Là, tu es à l'Aclusa, tu fais des infidélités au Cantal. C'est quoi ton projet pour cette année et comment tu lances ça à la montagne? Ouais, juste pour parler brièvement des projets un peu perso, effectivement, j'ai décidé de m'installer à la Clusa cet hiver, une station que j'avais découvert il y a 2 ans et que j'avais vraiment adoré. Et ça faisait quelques années que j'avais envie de découvrir la vie en station pour pouvoir avoir un petit chalet et sortir ski au pied et partir skier un peu quand on le veut. C'est un peu ce qui se passe là depuis que je suis installé depuis mi-décembre. Et sincèrement, c'est une vie totalement différente puisque j'utilise plus la voiture et voilà, on est un peu au bout d'une vallée, on est un peu perdu, on a pas mal de touristes qui viennent et c'est plus les gens qui viennent à nous et c'est un mode de vie différent qui est super intéressant et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui aimeraient essayer ou qui ont envie d'aller découvrir la vie en station, sincèrement, c'est très chouette et ça me permet du coup de faire un hiver totalement différent que ce que j'avais l'habitude de faire les années précédentes, puisque j'avais l'habitude de courir toute l'année, entrecoupé de quelques petites sessions à ski, mais c'était relativement faible. Donc du coup, j'avais souvent la tendance à faire du cross et de la route l'hiver. Et maintenant, j'ai envie de tester un hiver uniquement sur les skis. Alors, je garde toujours un peu de footing, mais voilà, ça permet de tester autre chose, de découvrir autre chose. Et j'ai hâte de voir quels en seront les résultats pour les trails à partir du printemps. Et puis, sur la partie pro, toujours l'académie qui continue. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir des nouvelles sur le futur du team Sidas Matrix. Je peux vous dire que le team va continuer sous une forme différente. Et j'ai hâte que vous découvriez tout ça et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus en détail. Et au niveau des sportifs, là, tu nous as
teasé ton hiver de préparation, mais qu'est-ce que tu prépares en 2025 et même en 2026? Il me semble que tu as un projet très ambitieux qui s'étale sur 2 ans. Ouais, bah alors là j'ai fait au moins 15 000 de dénive à ski depuis 3 semaines, donc j'ambitionne d'aller gagner la Pyramenta en mars. Voilà, donc s'il y a des skieurs alpinistes qui écoutent ce podcast, qu'ils se préparent. D'ailleurs Mathieu, si tu veux être mon coéquipier, je t'accepte avec plaisir. Blague à part, je vais avoir 3 gros objectifs cette saison et j'ai envie de vraiment les cibler et de voilà, prendre moins de dossards cette année et vraiment cibler les 3 objectifs que seront Sierzinal. J'espère avoir un dossard. C'est une course qui me fait rêver, qui je pense peut me correspondre et qui m'attire énormément. Le 80 km des Templiers pour aller mettre une petite fessée à Nicolas Martin, s'il prend pas peur à s'inscrire. Et puis j'aimerais bien faire l'enchaînement avec la Saint-Élion. L'enchaînement de Thomas Cardin m'a beaucoup inspiré. C'est 2 courses que j'adore. Donc voilà, on va essayer d'organiser la saison pour aller chercher ces 3 objectifs, sans oublier bien sûr mes 2 courses favorites du Cantal, que seront la Pastourelle et l'UTPMA, le 50 km, que je fais tous les ans et que j'espère une nouvelle fois faire un bon résultat. Et oui, le projet de 2026, que je peux vous annoncer d'ores et déjà ici, j'ai pris un entraîneur pour ça, pour me préparer pendant 2 ans pour aller gagner, je l'espère, l'Ultra Trail du Puy-Marie, le 112 km en 2026. Donc voilà, je m'engage ici à tout faire pour y faire le meilleur résultat possible. Et je vais m'inscrire, ils viennent de m'appeler là, ils m'ont invité, je vais y aller aussi. En 2026 Eh ben avec plaisir. De toute façon, on verra. Ça pourrait être un beau duel. On verra qui est le king du Cantal. Oui. On verra qui a le meilleur coach. Là aussi. Bon, sur ce, les amis, on va pouvoir passer à notre grand sujet du jour. De quoi on va vous parler? De l'intérêt et des sports croisés en période hivernale. On a déjà évoqué un petit peu le sujet. Première question que je vais poser à Nico pour qu'on s'accorde toutes et tous sur concrètement qu'est-ce que sont les sports croisés. Nico, est-ce que tu pourrais nous dresser une petite définition? Un sport croisé, c'est croisé par rapport à une activité principale. Donc, pour la plupart de nos auditeurs, j'imagine que c'est le trail ou la course à pied. Donc, quand on parle de cross, de route, de piste, c'est pas vraiment du sport croisé à proprement parler parce qu'on reste quand même sur la même activité qu'est la course à pied. Donc, c'est un sport différent. Ça peut être, si on prend l'exemple dans nos disciplines, c'est souvent le cyclisme en période estivale et puis le ski en période hivernale. Et l'objectif souvent d'utiliser un sport croisé, il peut y avoir plusieurs objectifs, mais souvent, c'est globalement quand même d'essayer d'augmenter sa charge de travail en utilisant un sport qui est souvent moins traumatique dans notre cas que la course à pied, pour essayer de développer des capacités qu'on espère pouvoir transférer quand même dans notre sport. Alors après, il y a aussi le plaisir de progresser dans le sport croisé qu'on pratique, mais souvent, c'est quand même dans le but d'être meilleur dans notre sport de prédilection. Globalement, souvent dans le trail, et notamment en Europe, on a plus cette culture-là. Ça a été beaucoup, je pense, pour décharger un petit peu mécaniquement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément de cette culture de faire 150, 160, 180 bornes pour préparer de l'ultra, ce qui était peut-être plus le cas aux US. Et puis aussi de s'adapter. On a parlé du ski, mais la plupart des meilleurs trailers, ils ont quand même un point commun, c'est souvent ils vivent à la montagne. Et c'est vrai qu'à la montagne, quand on vit vraiment à la montagne, l'hiver, on est un peu contraint de faire du ski, ou en tout cas, le ski est une activité qui se prête un peu plus que la course à pied à l'environnement dans lequel on vit. Et du coup, est-ce que sport croisé, tu l'as un petit peu évoqué, mais ça implique forcément sport complémentaire par rapport à ton sport principal ou pas du tout? Dès qu'on pratique un autre sport, on peut considérer que c'est un sport croisé. Après, globalement, si on va faire un foot avec des potes, je sais pas si on peut réellement parler de sport croisé. Non, souvent, c'est quand même une activité, dans notre cas, plutôt d'endurance, qui est complémentaire de la course à pied, qui peut même être en remplacement à certaines périodes de l'année. Tu en as parlé juste avant avec ton hiver qui est très consacré au ski et peu à la course à pied. Mais globalement, quand même, toujours l'objectif du sport croisé, c'est très souvent, je reviens à ce que j'ai dit, mais c'est d'essayer de faire plus de charges que ce qu'on pourrait faire si on restait cantonné à notre seul sport. On avait parlé des épisodes précédents, mais faut pas forcément remplacer notre sport de prédilection par du sport croisé si au global, on fait la même charge d'entraînement, quoi. Et du coup, le but d'un sport croisé, c'est peut-être un peu d'aller aussi travailler des paramètres
sont des paramètres de la performance du trail, mais qui sont pas hyper spécifiques au trail, comme par exemple développer sa VO2 max, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Plus on arrive à consommer d'oxygène, mais plus on a une réserve quand on est à une intensité donnée qui est grande. Et donc ça sera toujours utile au trail, mais avoir une énorme VO2 max, c'est pas quelque chose qui va servir pour quand on fait l'UTMB. Et une des disciplines qui permet de faire bien ça l'hiver et qui permet de faire des entraînements très bien calibrés, c'est le home trainer. Donc c'est mettre le vélo sur un rouleau ou sur une résistance synthétique, enfin sur une résistance. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire parce que le ski c'est quand même un peu limité c'est quand même un peu limité par rapport à là où on habite, mais le home trainer on peut en faire partout. Toi Théo, tu le mets comment à tes athlètes et tu vas travailler quoi là-dessus, dans quel but? Bah déjà, ça dépend de la région de chacun. Le ski, c'est bien pour les privilégiés qui sont dans les Pyrénées ou dans les Alpes et pour quelques chanceux du Massif central, mais globalement, le ski, c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Le home trainer, ça l'est quand même déjà un petit peu plus. Et déjà, du coup, ça va dépendre des possibilités géographiques de chacun, mais aussi des possibilités techniques, parce que tout le monde n'est pas capable d'aller faire du ski de rando ou du ski alpi sur des fois des parcours qui sont pas forcément balisés, enfin qui sont pas forcément sécurisés. Donc pour moi, c'est vraiment individuel. Par contre, s'il y a un socle commun, ça reste la muscu que j'essaye de transmettre à tous les athlètes avec lesquels j'échange, quoi. Est-ce que Nico ou Théo, vous pouvez nous faire un petit état des lieux de pour quelle pratique, quel bénéfice ça peut apporter spécifiquement Mathieu, tu en as commencé un petit peu à en parler, et j'imagine qu'on peut croiser les disciplines aussi, potentiellement faire un peu de VO2 max sur le home trainer et puis bosser un peu plus l'endurance de force, par exemple sur ski de rando, si on peut le faire aussi. C'est quoi un petit peu les avantages de chaque discipline, si vous pouvez nous faire une petite liste de tout ça? Ouais, en fait, ça est assez dépendant de la planification que l'entraîneur ou que l'athlète décide pour lui. Ça, c'est souvent quand même impacté, on va dire, par notre discipline de prédilection, parce que quand on parle trail, c'est très généraliste. Ça va de la course en montagne. Là, je vais me faire taper par les doigts par certains, mais voilà, de courses d'1 heure jusqu'à des courses de 20 heures, voire plus. Et c'est vrai que si notre objectif principal, c'est de la course en montagne, souvent on ne fera pas le même hiver que quelqu'un qui est ultra trailer. Pour simplifier, pour faire rapide, quelqu'un qui fait des courses plutôt courtes durant sa période compétitive, il aura tendance souvent à faire quand même un travail et une grosse base aérobie durant la période hivernale, s'il peut le faire, hein. Ça c'est toujours lié au contexte de où on habite, des possibilités qu'on a, mais qui fera plutôt sa base aérobie. Alors bon, c'est quand même la base toujours de l'entraînement dans les sports d'endurance, la base aérobie, donc tout le monde en fait, mais quelqu'un qui est très spécialisé dans la courte distance et qui va du coup beaucoup stimuler le haut de son spectre d'intensité dans sa période spécifique, lui il aura tendance à souvent être un peu moins intensif en hiver. On en parlera un petit peu après avec Théo, mais en mettant par exemple de l'aérobie et de la muscu. À l'opposé, les ultra-trailers, des fois, ils ont tendance à faire peut-être des hivers un peu plus qualitatifs, entre guillemets, un peu plus intensifs, parce qu'après, tout le reste de la saison, ils font beaucoup de longues sorties et ça se prête moins à travailler ces qualités-là. Donc ça, c'est vraiment lié quand même à quelle discipline on pratique, quelle distance on pratique au cours de l'année. Alors là, on parle d'athlètes qui s'entraînent quand même beaucoup souvent et qui peuvent vraiment faire des cycles de développement. Quand on est quelqu'un qui s'entraîne un peu moins, on a souvent tendance à faire des semaines qui ont un peu plus de variété, où on essaye de stimuler un petit peu toutes les qualités tout au long de l'année, parce que pour faire des cycles, il faut quand même pouvoir s'entraîner suffisamment. Quand on fait par exemple que de l'aérobie, si on est limité à 7-8 heures d'entraînement semaine, si on fait que de l'aérobie pendant 7-8 heures, ça va être quand même un peu limitatif. Donc là, il y a des adaptations à faire en fonction de chacun. Et ce que évoquait Mathieu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont ce qu'on appelle les adaptations centrales. Elles se font dans n'importe quel sport. Et quand on augmente son volume d'éjection systolique, par exemple, en gros, le sang qu'on éjecte de son cœur à chaque battement, ça, que vous l'ayez développé sur votre vélo en ski de rando, en faisant de la course à pied, ça sera bénéfique pour n'importe quelle activité. Et globalement, souvent, l'avantage des sports croisés, que ce soit le cyclisme, que ce soit le ski, pour ceux qui ont la chance d'en faire, c'est qu'on peut quand même souvent faire plus de volume que quand on fait que de la course à pied. Théo, à quel point tu peux inciter tes athlètes à justement privilégier ces sports croisés, notamment sur la période hivernale où on est un peu loin des
des gros objectifs généralement, donc on a moins besoin de faire du spécifique à pied. À quel point c'est important pour toi d'inciter tes athlètes à faire des sports croisés? Bah, Nico l'a dit, hein, ça dépend vraiment déjà du temps qui est imparti à l'entraînement dans la semaine. Un athlète qui peut s'entraîner que 3-4 heures, bah, ça va être difficile de lui proposer des sports croisés. Alors quelqu'un qui peut en faire 15 ou 20 en incluant les week-ends, bah, forcément, ça va être beaucoup plus simple. Et puis ça sera aussi en fonction bah, des qualités qu'il cherche à développer, hein. Je vais pas redire ce qu'a dit Nico, mais ça dépend vraiment de l'athlète, de ses envies, de ses possibilités et des objectifs. C'est vraiment très indépendant, quoi. C'est-à-dire que ça doit pas être un remplacement de. Enfin, si tu es dans un arbitrage entre faire un sport croisé et faire ton sport principal et que tu es sur un volume relativement faible, si tu es capable de l'encaisser, parce que c'est aussi ça l'une des limites et le pourquoi des fois on vient mettre du sport croisé, c'est les limites par exemple mécaniques. Mais globalement, quand on est capable d'encaisser par exemple 60 km semaine de course à pied, faut faire 60 km de course à pied et après si on a le temps de faire des sports croisés en plus, par contre faut pas faire 40 km pour aller mettre des sports croisés, ou alors à certaines périodes ça peut se faire mais globalement c'est pas quand même forcément très recommandé. C'est vraiment, enfin mon point de vue, si on veut optimiser l'entraînement, parce qu'après il peut y avoir d'autres motivations dans l'entraînement, la variété et tout, mais si on parle plus performance quand même, quand on vient mettre du sport croisé, c'est pour essayer d'augmenter notre charge d'entraînement. Toi, Margot, donc tu nous as dit que tu préparais un ultra pour mi-mai. Tu nous as dit que tu faisais beaucoup de ski aussi, tu prenais beaucoup de plaisir à en faire. Concrètement, pourquoi tu fais du ski cet hiver et est-ce qu'il y a un but précis par rapport à ta prépa de l'ultra? Ben, moi, déjà, je passe énormément de temps dans la vallée d'Abondance à Châtel. Donc bah là, actuellement, on peut juste pas courir, quoi. Et puis après, le ski, c'est... Alors moi, je suis moins calée en entraînement que vous. Donc c'est surtout... J'adore ça, quoi, passer du temps dehors, pas trop avoir à faire gaffe à est-ce que j'ai pas un bobo ici ou là, et puis être assez flex sur l'entraînement. Si j'ai 2 heures, c'est autour des 2 heures. Si je veux faire plus parce qu'il fait beau, bah c'est ok. Alors qu'en course à pied, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis ouais, c'est un sport que j'aime beaucoup suivre aussi, le ski alpi en hiver. Là, je commence à mettre quelques petits dossards. Si je commence à avoir envie de faire des plus grandes courses dans les années qui suivent. Donc, il y a ça aussi. Après, comme dit, moi, je bosse avec Sabine qui est mon entraîneuse et moi, je lui dis un peu ce que j'aime faire et comment j'arrive à m'entraîner. Puis c'est elle qui met un peu toute la science là-dedans, mais je pense qu'il y a un énorme aspect mental où ça me fait du bien, j'adore faire ça et je peux pas faire que courir ou que rouler ou que skier, il me faut un peu de tout, quoi. Justement, le facteur mental, on l'a pas trop abordé encore, mais le gros avantage aussi des sports croisés, c'est que ça permet de casser un petit peu la monotonie de notre sport principal. Nico, Théo, à quel point vous trouvez ça important pour d'un point de vue mental, pour aussi, pas se le cacher, être peut-être un peu plus motivé aussi à remettre les baskets, à se remettre des vraies grosses séances une fois qu'il faut préparer spécifiquement les gros objectifs de la saison? Bah, le plaisir, clairement, il doit être au centre de la pratique, surtout l'hiver, quoi. Parce que si l'athlète, il aime pas ça, on va pas lui mettre 10 heures de home trainer et le forcer à rester à l'intérieur. La partie mentale, elle est absolument primordiale et vitale dans la pratique si on veut pratiquer sur du long terme. Si déjà l'athlète il est cramé mentalement parce que les entraînements étaient trop durs et trop ennuyants pendant l'hiver, c'est impossible de caler des belles prépas sur les périodes estivales. Enfin, en tout cas, je vois pas trop comment c'est possible de tenir ça sur plusieurs saisons. Donc clairement, c'est vraiment vital au sein de la prépa, quoi. Moi, un dernier petit mot, faut quand même, nous, on est un peu entre nous dans un microcosme alpin, mais en fait, très souvent, la pratique du sport croisé, moi, je la vois en dehors un peu de la muscu et du home trainer en hiver, je la vois quand même plus dans les plus beaux jours parce que, en fait, supprimer la course à pied en hiver, par exemple, pour la plupart des gens, ça veut dire ils font quoi d'autre, quoi, parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on peut faire du ski.
Donc c'est vrai que des fois, c'est pas si simple non plus d'introduire du sport croisé et souvent la course à pied, même si c'est vrai que c'est bien, on le voit chez beaucoup d'athlètes de haut niveau où ils font très peu de course à pied, notamment chez les ultra-trailers l'hiver, et pour certains qui font quasiment exclusivement du ski alpinisme ou du ski de fond comme pouvait le faire Xavier Thévenard. Il faut quand même garder du recul, et pour la plupart des gens, ils sont obligés de faire de la course à pied parce que dans les endroits où ils habitent, voilà, enfin, je sais que pour la plupart des gens, le cyclisme, c'est plus du cyclisme entre guillemets d'opportunité. S'il y a un beau week-end en hiver, il fait beau, ils vont faire du vélo, mais globalement, très souvent, l'hiver, quand les météos est moins bonne, le vélo, c'est quand même pas hyper fun quand les conditions météo sont pas au top, quoi. On peut peut-être développer rapidement sur la partie muscu. Je pense qu'on en reparlera dans des prochains épisodes, mais la muscu, notamment pour ceux qui habitent en ville, ça peut être un bon moyen justement de faire un sport croisé, puisqu'ils ont accès facilement à une salle de sport. Théo, toi, je sais que tu en mets beaucoup à tes athlètes. Tu peux nous faire un petit brief rapidement des gros avantages de la muscu? Ouais, bon, j'en ai déjà parlé sur un ou deux épisodes précédemment. Je veux pas non plus rabâcher tout le monde avec ça, mais la muscu elle a quand même un double intérêt qui est vraiment pertinent. C'est un intérêt sur la prévention des blessures et l'autre c'est sur l'augmentation des performances. Et du coup, on sait que l'hiver c'est le moment idéal pour développer ses qualités, surtout qu'on peut le pratiquer à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle condition, parce qu'on fait ça à l'intérieur en salle. Et puis du coup, l'idée c'est de développer ces qualités-là l'hiver et ensuite de les entretenir à l'approche des périodes spécifiques. Donc en gros, si on prend un exemple assez classique d'un athlète, il peut caler 2 séances de muscu par semaine sur la période hivernale, donc peut-être de novembre à mars. Et puis quand on commence à s'approcher des objectifs et de la période estivale, on peut peut-être juste entretenir les qualités qui ont été développées avec des rappels tous les 10-15 jours, parce que globalement, c'est super long à développer les qualités. Par contre, pour les entretenir, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de mettre des petits rappels plus courts et plus espacés dans le temps. Et ça suffit pour maintenir les gains jusqu'aux objectifs principaux des athlètes. Et à mon sens, faire des sports croisés, c'est important, mais la muscu, pour moi, c'est vraiment un game changer et ça doit vraiment rentrer dans les mœurs de la pratique du trail. Et puis après, évidemment, faut prendre du recul, il faut que ça soit adapté au niveau, aux possibilités et surtout à l'envie de chacun. Merci Théo. Allez, pour continuer à parler de ce sujet-là, on a décidé de recevoir un auditeur. On reçoit Mathias aujourd'hui qui va venir nous parler un petit peu de lui, comment il voit ce système des sports croisés. Est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il en fait pas, pourquoi? Mais avant tout, Mathias, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un petit peu quel trailer es-tu? Salut équipe, déjà bonne année à tous. Meilleurs vœux pour cette année et réussite sportive et notamment. Moi, quel trailer je suis? Moi j'habite à Chamonix, j'ai 25 ans et actuellement je suis entraîné par Julien Rancon et je suis notamment sur des formats courts pour cette année. Ok, et du coup, est-ce que sur cette période hivernale, tu vas utiliser les sports croisés? Pour ceux qui connaissent pas trop Julien, c'est un aficionado de la course à pied sous toutes ses formes, qui pratique un peu de ski de fond, je crois, mais est-ce que en tant que coach, lui, il te donne des sports croisés? Sur cet hiver-là, non, pas spécialement. Là, il m'a donné pas. On a beaucoup développé le SV2 et la VMA, et avec quelques crosses par-ci par-là pour finir ce gros cycle. Et donc toi qui habites à Chamonix, peut-être que tu faisais du ski les hivers précédents. Est-ce que du coup, vu que tu prépares des formats courts et rapides, tu t'as fait le choix de moins faire de ski, voire de pas faire de ski du tout? J'étais plutôt sur du ski de fond, skating, et bon, du coup, ça s'est pas trop fait avec Julien Roncon là. Et non, on est plutôt sur vraiment que de la route, vraiment principalement de la route et un peu de home trainer. Nico, est-ce que tu peux juger la prépa que Julien a donnée à Mathias, s'il te plaît? Ça dépend vraiment des objectifs, c'est-à-dire que en fait, on va avoir un peu deux types si on simplifie à l'extrême, les trois types, on va dire, de trailers durant l'hiver. Il y a ceux qui vont avoir plutôt une vision un peu crossman, donc eux, ils vont souvent faire quand même ce qu'a décrit Mathias, c'est-à-dire du développement de la VMA, du seuil 2 et globalement peut-être sûrement moins de volume que ce qu'ils font en période estivale.
avec l'objectif peut-être de faire des crosses, de peut-être faire un 10 km, de tenter un record perso sur 10 km route en début d'année, au mois de mars. Souvent, il y a des 10 km. On l'a vu aussi récemment, on en parlera après, mais il y a eu la prom classique. Donc ça, c'est le premier type de pratiquants, on va dire. Après, il y a ceux qui font très peu de compètes en hiver. Donc eux, soit ils développent leur qualité sans forcément aller faire des compètes. Et puis il y a ceux qui ont plus la vision montagne, on va dire, et qui eux vont faire des compétitions de ski alpinisme. Après, il y a des gens qui sont un peu mixtes comme Mathieu, c'est-à-dire que globalement Mathieu, il travaille beaucoup quand même ses bases, mais il va faire quelques compètes pour le fun. Donc ça dépend. Après, j'imagine que je sais pas si Julien fait ça, mais des fois, quand on est un peu plus loin des objectifs, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est que il y a des journées qui sont un peu libres et qui sont entre guillemets avec une thématique endurance, avec le choix à l'athlète d'aller faire du ski s'il a la possibilité, du vélo s'il fait beau ou sous la pluie s'il a envie d'aller faire du vélo sous la pluie, ou du trail si vraiment c'est pourri, mais d'être un peu moins directif que ce que l'on est souvent dans la période spécifique où là, on va peut-être demander à une rando course spécifiquement parce qu'on veut aussi au niveau mécanique que l'athlète aille faire un peu du long à pied, quoi. Donc, il y a un peu plus souvent de variété en hiver lié au fait qu'on est plus loin des objectifs. Donc toi, Mathias, c'est quoi à peu près ton volume horaire et ça va être quoi tes gros objectifs à court terme là? Alors, en tant qu'objectif à court terme, là, c'est la Transgrande Canaria dans quasiment 5 semaines. Donc, sur le format 20 km. Et après, ça sera en termes de volume d'entraînement, je suis autour de 7-8 heures par semaine. Ok, donc effectivement, comme vous le disiez Nico et Théo tout à l'heure, là on a un objectif qui est relativement proche à 5 semaines, donc forcément le gros de l'entraînement doit être fait à pied, donc c'est sûrement pour ça aussi que Julien là actuellement te donne essentiellement des séances à pied. Justement, on voulait un petit peu parler il n'y a pas beaucoup d'actu résultats en ce moment, mais il y a eu, comme tu le disais Nico, la prom classique, donc un 10 km route sur la promenade des Anglais à Nice. Et justement, on a pu voir quelques très bons résultats de certains coureurs et coureuses qui habituellement sont plutôt experts des sentiers. Mathieu, tu nous as fait une petite liste de ces trailers et traileuses qui étaient présents sur la prom. Qu'est-ce que ça a donné ? Et oui, on doit se rabattre à analyser des disciplines comme la route dans ce podcast. Le trail qu'on aime, c'est vraiment la dèche des résultats dans le milieu du trail. Vive la route! On avait prévu la rubrique Mercato pour combler un peu cet hiver, mais les annonces tardent un petit peu au niveau des athlètes. On avait quelques petites pépites, mais bien sûr, on va pas les dévoiler avant que ce soit fait par les athlètes ou par les marques pour laisser la primauté de l'information aux concernés. Mais on a vu quand même des chronos sympas sur route. Il y a eu pas mal de courses de 10 km, des corridas. Et donc, on a fait une petite liste des noms qu'on voit plutôt habituellement sur les sentiers et qui sont illustrés sur la route. Et pour commencer, je vais laisser Nicolas Martin nous présenter ce qu'a fait la légende Manu Messa qui ne semble ne pas vieillir. Quelle dinguerie nous a fait Manu Messa à Nice, Nico? Ouais, Manu Messa qui est né en 1980, donc qui est dans sa 45e année. Pour ceux qui sont pas trop au fait, il est M2 et il nous a fait tout simplement un record de France M2 sur la prom classique en 29 minutes et 38 secondes, ce qui est également son record personnel à Manu. Donc vraiment une énorme performance. Ouais, Manu se bonifie avec les années. Alors il s'est un peu plus orienté sur la route ces derniers temps parce qu'il est un petit peu embêté avec une cheville et il peut moins courir dans les sentiers, donc il s'est un peu plus consacré là-dessus. Bon, vous aviez déjà suivi ses brillants résultats sur les France de cross master ces dernières années, mais voilà, il nous a surpris en claquant un énorme chrono et c'est vrai que ça quand même dans la course à pied, je pense que tous ici on court quand même quand on casse la barrière des 30 minutes sur 10 km, ça commence à être quand même très, très, très solide et le faire à 45 ans, c'est quand même assez dingue. Et puis pour faire un petit peu le grand écart, on a eu aussi Germain Grangier qui lui est plus habitué aux ultra trail, qui lui aussi a fait une très belle performance, Mathieu.
En effet, 30-43, donc c'est quand même rapide pour un ultra trailer. Ça commence à dérouler la canne. Franchement, c'est un beau chrono de la part de Germain. Et du 3,04 au kill, donc ça court. Et puis sa compagne aussi, elle a montré une progression. Elle a mis en story tous ses résultats et elle continue vraiment de progresser. Elle a sorti Katy Scheid, donc l'américaine 34-10. Donc ça gagne les plus grands ultras et ça court quand même assez rapidement. Et puis on a noté aussi le Suisse Jonas Soldini, le coureur en montagne en moins de 30, donc 29-49, c'est aussi très solide. Et c'est pas le seul Suisse qui s'est illustré sur cette course. Margot, tu as notamment noté la performance de Horia Liassi. Ouais, comme tu dis, c'est une Suissesse. Elle a couru donc la prom classique. Elle fait 32-36. Elle sort pas du tout de nulle part. Elle a quand même fait 8e à Sierzinal en 3h10 là, en 2024. Première Suissesse sur Sierzinal. Elle vaut 1,14-38 sur semi. Elle a couru ça à Barcelone l'année dernière. Et je sais plus quel résultat elle a fait sur les Golden. Je crois que vous avez cette info. Je crois qu'elle a dû faire, si je dis pas de bêtises, 8e du général sous réserve. Mais voilà, elle est rentrée dans le top 10 en participant plutôt aux dernières manches et ça avait été quand même un petit peu la révélation féminine de la fin de saison. Donc ouais, une grosse performance. Juste tant qu'on parle des féminines et même si on est dans le trail qu'on aime, on va quand même souligner que sur cette course-là, on a eu un record de France féminin avec Sarah Madeleine qui a battu le record de France égalé le record de France en 31-15. Donc bon bah pour ceux qui font de la course à pied, 31-15, ça commence à être quand même très très solide. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais couru en 31-15 sur 10 km. Et juste par souci de curiosité, je sais pas qui a le meilleur chrono sur 10 km route dans le trail qu'on aime. Je pense que c'est toi, Alex Viol, mais bon, on n'a jamais vraiment. J'ai jamais vraiment essayé d'établir un record personnel sur 10 km à titre personnel. Mais vas-y, sors-nous ton record. Il aime bien se faire flatter, le Alex. Non, je sortirai pas. J'invite tous les amateurs de course à pied d'ailleurs à découvrir un site qui s'appelle Le Pistard. Si vous voulez retrouver tous les résultats des courses et des gens qui ont fait des performances, et ben vous pouvez aller sur ce site-là. C'est un moteur de recherche d'athlètes et c'est super intéressant. Mais moi, du coup, ça m'amène une question. C'est intéressant de voir que les trailers, ça va aussi aller très vite sur le plat, mais la question fatidique, est-ce qu'il faut aller vite à plat pour aller vite en bosse? Une excellente question. Alors, je vais commencer, après je laisserai peut-être la parole à Théo. Je dirais que souvent, quand même, c'est bien d'être complet dans un sport comme le trail ou la course en montagne parce qu'il y a des sections plates. Moi, j'aime beaucoup l'image que Sylvain Cachard a de notre discipline qui est celle un peu d'un triathlon. Il dit toujours ça. Il dit il y a 3 disciplines dans le trail ou dans la course en montagne. Il y a la montée, il y a la descente et il y a le plat. Donc, le plat est l'une des disciplines, entre guillemets, de notre sport. Donc, c'est positif d'aller à plat. Par contre, c'est pas forcément automatique d'aller vite à plat. Parce qu'on va vite à plat, on ira vite en bosse. Je peux laisser un petit peu Théo peut-être développer et expliquer pourquoi c'est pas forcément le cas. Mais voilà, après, on pourra échanger un petit peu autour de ça. Mais c'est une vraie notion et ça peut donner un débat assez sympathique pour essayer de regarder un petit peu ce qui a été fait et des résultats des différents athlètes en trail par rapport à leurs références sur route. Et ben ouais, c'est sûr qu'il y a quand même des contre-exemples d'athlètes qui sont capables de monter très très vite et qui pourtant ne vont pas vite à plat. Je pense qu'aller très vite à plat, ça permet de développer des qualités qui vont ensuite servir à monter vite. Mais il y a d'autres moyens de développer des qualités qui servent à monter vite, comme le ski alpinisme. Mais on a l'entraîneur Jean-Louis Ball qui est un fervent défenseur de cette idée-là, qu'il n'y a pas besoin de courir vite à plat pour monter vite. Et il a entraîné des athlètes qui l'ont bien montré, notamment Axel Mollare-Gachet qui avait le record du monde de KV avant que Christelle De Waal le reprenne. Et donc elle, c'est une spécialiste du ski alpi. Elle a des chronos monstrueux sur des verticales. Et il y a beaucoup d'athlètes que Jean-Louis Ball a entraînés qui n'étaient pas forcément adeptes de la piste et du plat, mais qui ont tous claqué des gros chronos. Donc les skieurs alpistes sont vraiment le contre-exemple de cet adage qui dit qu'il faut courir vite à plat pour courir vite en bosse. C'est utile, mais c'est pas indispensable. Pour rebondir un petit peu là-dessus, pourquoi c'est pas forcément le cas? En fait, pour simplifier, en gros, quand on court à plat,
Notre vitesse, elle est dépendante de 3 éléments principaux. Le premier, c'est souvent la VMA ou plutôt le VO2 max, donc la consommation maximale d'oxygène. À ça est associé quelle fraction on est capable de tenir. Donc il y a des coureurs qui sont capables de tenir une plus haute fraction sur un 10 km que d'autres. Et l'autre élément qui est peut-être l'élément déterminant de la course à plat, c'est ce qu'on appelle le coût énergétique. Donc en gros, combien on dépense pour se déplacer à une certaine vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui est non corrélé au coût énergétique qu'on a forcément en montée. Alors, globalement, il est plutôt corrélé sur des pentes faibles. Dès qu'on a tendance à dépasser, je pense, alors les études, elles sont autour de 15-20%, mais moi, je pense même au-delà de 10%, il peut y avoir quand même des différences. Donc, c'est pour ça qu'on a des coureurs qui vont avoir un coût énergétique qui est très bon à la fois à plat, à la fois en montée. Je sais pas, en France, on pourrait parler d'un Sylvain Cachard qui fait 14e l'année dernière des championnats de France de cross et qui en même temps est le meilleur français ces dernières années sur la courte distance. Donc on voit que lui, il est capable d'être bon sur les 2 disciplines. Par contre, il y aura peut-être des coureurs aussi forts que lui à plat qui seront très loin de son niveau dès qu'il s'agit de monter, quoi. Théo, tu veux réagir ? Nico et Mathieu ont déjà bien répondu. Ce qui est important de différencier, moi je pense, c'est la partie physiologique. Quelqu'un qui est fort à plat, il sera forcément pas dégueu en bosse et inversement. Par contre, la grosse différence qu'on va avoir entre d'être à plat ou d'être en bosse, c'est l'aspect biomécanique. Et quand tu es à plat, du coup, tu vas courir avec beaucoup plus d'amplitude et ça va être un mouvement qui est complètement différent. Donc, il y aura des patterns musculaires et tendineux qui seront complètement différents. Et ce qu'on peut aussi séparer sur une course en côte, c'est est-ce que la personne elle va faire du mini-trot dans une boss raid ou est-ce qu'elle va marcher? Et du coup, par exemple, quelqu'un peut être très fort en mini-trot et être nul en marchant ou inversement. Et en fait, chaque trailer a un peu un moment de croisement ou pour lequel, au-dessus d'un gradient de pente, eh ben, il est plus économe à courir ou à marcher. Et du coup, ça, c'est assez dépendant de chacun. Mais celui qui est bon biomécaniquement et physiologiquement, globalement, il pourrait être très fort et à plat et en côte, normalement. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ce sujet vous intéresse. On pourra creuser certains aspects un peu plus en détail. En tout cas, moi, je pense qu'il est intéressant pour résumer, c'est que on a la grande chance de faire un sport d'endurance qui nous permet d'aller chercher plein de choses dans différents sports. Et je pense que c'est vraiment super chouette d'avoir la chance de pouvoir faire ça et que, à mon sens, il faut un peu tout tester, tout essayer. Et puis après, on sélectionne ce qui nous plaît le plus, mais moi je trouve ça vraiment intéressant, tout ça, en tout cas de croiser les disciplines, de faire du plat, de la bosse, de la verticale à ski si on le peut, du ski de fond. Moi je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, je sais pas si vous avez un petit mot à rajouter. Mathias, j'espère que tu as pu prendre note de tous ces bons conseils que Théo et Nico nous ont donnés. Bah absolument, ouais. Mais après, ça sera. Je laisse en main les choses avec Julien Rancon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et Mathieu, avant de terminer sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dresser pêle-mêle le bilan des athlètes plutôt habitués au sentier qui ont fait des beaux chronos à Nice et pas qu'à Nice d'ailleurs? Et oui, on a fait une belle digression, mais on était en train de parler des chronos. Dans le dernier épisode, on a parlé des anciens cyclistes. Il y en a un qui a fait quand même un chrono très solide, donc Boris Orlac, le coureur de chez Scott, qui a couru en 30-53 à la Prom Classique. Qui a déjà fait mieux, je pense. Mais c'est quand même déjà très solide. Et puis il y avait aussi un ancien cycliste, un autre ancien cycliste, un VTTiste, même Stéphane Tempier. Et Mathieu Le Fur, on en avait parlé quand on avait parlé du KV de Fouilly. Donc ils sont passés tous les deux sous les 32 minutes. Donc Stéphane Tempier 31-40 et Mathieu Le Fur 30-36. Donc c'est les athlètes qui montent vite et qui courent vite à plat. Je pense que au cumul du temps KV 10 km, ils sont quand même parmi les meilleurs français. Quand même globalement que des athlètes du cours qu'on retrouve avec des bons chronos. On en a vu dans les Vosges, notamment Théodore Klein, le pensionnaire de l'équipe de France de course en montagne, qui a couru en 30-10. Et sur cette même course à Taon, Pierre Galbourdin, le coéquipier de chez Brooks, qui a couru sur les Golden cette année en 30-25. Et les meilleurs chronos qu'on a vus là sur cette dernière période, ils ont été faits à Barcelone pour les coureurs en montagne. Le français Quentin Melleux, qui s'est fait battre au sprint par Alex Garcia. Ils ont fini tous les deux dans la même seconde en 29-18. Donc ça, c'est quand même très très solide. Alex Garcia, c'est une médaille mondiale en course en montagne verticale, donc c'est vraiment un très gros moteur. Et il y a quand même un autre coureur de long, Pierre Defontaine, qu'on avait vu s'exprimer sur le championnat de France de très long, qui avait joué les troubles fêtes en portant son béret aux avant-postes de la course. Il a couru en 30 minutes et 49 secondes. Donc c'est aussi très polyvalent.
Et enfin, on va pas oublier la féminine Julia Font-Gomez qui a fait une 3e place à Barcelone en 34-22. Donc elle aussi qui s'est bien illustrée cette année avec sa meilleure saison, notamment sur les courses de skyrunning. Donc voilà les chronos qu'on a notés. Donc si on en a oublié, n'hésitez pas à venir nous le dire sur la page Instagram ou sur le canal de discussion de mon propre profil Instagram. J'espère qu'on n'aura vexé personne. Et puis à vérifier, mais je crois aussi que Pierre de Fontaine a déjà couru sous les 30, mais en tout cas, c'est un sacré coureur. Et puis, dernière chose qu'on peut noter, c'est surtout la densité aussi qui est en train d'exploser. On en parle assez souvent, mais la course sur route, notamment le 10 km, c'est en train d'exploser complètement au niveau de la densité, notamment à Nice où on a eu énormément de coureurs sous les 31, sous les 32. Donc voilà, à notifier que la densité et le sport de haut niveau en France se portent bien. Ça revient, pour être exact, parce qu'il y a eu des époques où il y avait ces densités-là, mais c'est vrai que ces dernières années, ça s'était un peu perdu, mais dans les années 80-90, il y avait aussi une énorme densité sous les 30, quoi. Ah, mais il n'y a que toi qui étais né, Nico, donc on ne pouvait pas le savoir. Oui, mais c'est pour dire que c'était pas toujours mieux maintenant. Avant, ils savaient courir vite aussi. Tu as raison. Et sans chaussures carbone, c'est à notifier. C'est vrai. Parce qu'on en connaît certains qui n'ont jamais réussi à passer sous les 30 sans chaussures carbone et qui, grâce aux chaussures carbone, ont réussi à passer sous les 30. Bref. Mais c'est un élément, hein. On peut le dire rapidement, mais c'est aussi un élément et on va dire que les référentiels, alors maintenant, ils commencent à se normaliser parce que les chaussures existent depuis quand même pas mal d'années maintenant, mais c'est vrai qu'au moment où les premières mousses un peu modernes sont arrivées, il y a eu quand même un changement de référentiel et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire moins de 32 minutes, je pense que c'est pas la même chose qu'il y a une dizaine d'années parce qu'on garde un petit peu de... Enfin, on va quand même plus vite, c'est toujours dur, ça dépend des individus, mais c'est quand même plusieurs secondes au kilo pour la plupart des individus avec ces chaussures. Allez, on arrive enfin à la dernière rubrique du podcast. Vous avez l'habitude, vous en aviez l'habitude en tout cas sur la saison 1. On va passer à notre instant reco, notre instant coup de cœur, notre instant coup de gueule. Et pour cela, on va commencer par Margot. Moi, je voulais vous parler d'un photographe qui s'appelle Cameron Strand. Donc, c'est un photographe américain qui a couvert là début décembre les NXN, donc c'est les Nike Cross Nationals aux US. En gros, c'est la finale des crosses pour les lycéens et lycéennes. Donc là-bas, c'est une toute autre envergure qu'en Europe. Il y a tous les futurs cracks de la discipline. On arrive déjà à peu près à mettre... à trouver les grands noms qui iront dans les facs et qui deviendront pros plus tard. Donc là, il a récemment posté une série de photos sur son compte Instagram et c'est un énorme coup de cœur. Je vous invite vraiment à aller checker tout son travail et puis particulièrement cette série où il a vraiment, vraiment réussi à transmettre l'atmosphère des crosses, quoi. Quand t'as vécu ça, l'atmosphère des crosses avec tes potes, les photos, elles te parlent. Tu ressens le froid, tu ressens le cœur dans la bouche, t'entends tes potes, t'entends les gens crier. Enfin bref, t'es vraiment dedans. Donc ouais, c'est Cameron Strand, Strand. Vous pouvez aller le voir sur son Insta. Visuellement, tout ce qu'il fait, c'est hyper intéressant. Il a toujours des angles, une manière de mettre en avant les détails et tout c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc c'est mon gros coup de cœur. Théo, un petit coup de cœur aussi, je crois. Ouais, du coup, on en avait un petit peu discuté en off sur notre conversation WhatsApp, mais du coup, c'est un coup de cœur. Je prends le risque, mais c'est un truc qui est pas encore sorti. C'est l'album de Riles qui sort dans 5 heures. Et du coup, c'était assez étonnant parce qu'il a fait sa com un peu via la course à pied et des stats Strava absolument folles. Il court plus que des trailers de haut niveau. C'était sur des bases de 160-170 km par semaine. Et la semaine dernière, il a même fait un 100 km sur tapis sans pause en 9h24 et tout ça c'était pour teaser le titre de son album Survival Mode. Donc voilà, hâte de l'écouter, mais après 3 ans sans album, je suis sûr qu'il va y avoir plein de pépites pour accompagner les sorties de trail. Mathieu, raconte-nous un petit peu si tu as une personne à nous recommander. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un, c'est un sprinter, il s'appelle Younes Nezar. Et en fait, c'est un gars que j'ai rencontré à Paris au printemps
lors d'un rassemblement pour un groupe de travail. On voulait travailler sur le rôle des athlètes de haut niveau dans l'engagement contre le changement climatique. Et il était présent. Et en fait, c'est un sprinter. Il a cofondé notamment les Climato-Sportifs. C'est un groupe de sportifs qui essaye de faire des actions pour parler du changement climatique, mais en fait, c'est pas pour ça que je vais vous parler de lui aujourd'hui. En fait, je vous invite à aller le suivre sur son compte privé sur Instagram, qui s'appelle Univers. Et en fait, il s'est mis à communiquer là depuis quelques mois sur sa discipline et il est hyper créatif dans ce qu'il fait. Et donc, je suis pas du tout fan de la discipline du sprint. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que je suis habituellement, mais c'est super sympa de le suivre. Il est très très créatif dans ce qu'il fait et il change un peu de ce qu'on voit habituellement sur Instagram, même s'il a bien compris des codes et qu'il sait s'en servir. Il y a des choses nouvelles et ça marche pas mal. Son compte, il est vraiment en train d'exploser. Et en plus de ça, c'est un très bon gars avec plein de belles valeurs. Donc, je vous invite à aller suivre sa carrière de haut niveau dans le sprint et la façon dont il communique autour de ça. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Nico? Bah moi, c'est une reco d'un petit livre qui va faire plaisir à Théo, qui l'a peut-être déjà lu ou qui le lira après ma reco, mais c'est autour, on en a parlé, de la muscu. C'est un petit livre qui s'appelle Approche moderne du développement de la force d'Olivier Bollier, qui est un livre très petit, hein, mais très synthétique, qui va à l'essentiel et qui est vraiment sympa, je pense, pour en apprendre un petit peu, pour qu'on soit entraîneur, qu'on soit pratiquant sur la muscu, comprendre certains concepts, puisque quand on pratique, c'est important de comprendre ce qu'on fait. C'est vrai que se documenter, j'ai vraiment accroché avec ce petit livre et je remercie mon ancien camarade de mon mémoire de DU-Trail que j'avais fait à Besançon, Nicolas Jansoul, qui me l'a envoyé, qui m'a fait ce cadeau. C'était vraiment un super petit livre qui est top pour vulgariser un petit peu le développement de la force. Et puis Mathias aussi, je crois que tu avais un petit coup de cœur, il me semble. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a un autre record de France qui est tombé aussi ce week-end. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est celui du 24 heures sur piste, qui a été battu par la Française Stéphanie Gical, il me semble. Donc ouais, petit coup de cœur, avec plus de 250 km en 24 heures parcourus sur piste en Arizona, il me semble. Tout à fait. Et qui a annoncé être convaincue qu'elle avait le record du monde dans les jambes, qui est la propriété de Camille Héron. On en avait parlé dans un épisode précédent. Donc, on espère qu'elle va aller le chercher. Et je crois que c'est autour de 270 km. Et puis, moi, pour terminer, je vous avais parlé lors d'un épisode précédent d'un collectif de médias indépendants qui s'était regroupé sous la forme d'une coopérative qui s'appelle Coop Média. Eh bien, l'un d'entre eux, qui s'appelle Street Press, a publié sur sa chaîne YouTube une table ronde d'environ 1 heure avec 3 représentantes de ces différents médias indépendants que sont Histoire Crépue, Blast et Mediapart, pour parler liberté de la presse, instrumentalisation de l'information ou encore notre grand ami à tous, Vincent Bolloré. Je vous la conseille vivement, cette émission, pour mesurer à quel point avoir une information de qualité et indépendante surtout, c'est essentiel aujourd'hui. Donc voilà pour mon petit coup de cœur. Est-ce qu'on a fait le tour, les amis? Moi, je suis en dépression puisque C8 va s'arrêter. Du coup, ça va être très dur 2025. On pense à tous les grands fans de C8 aujourd'hui. On leur dédie cet épisode même. C'est faux, on leur dédie pas du tout. Par contre, on a dit qu'on innovait en 2025 et qu'on améliorait la qualité. Je vais demander à tous les chroniqueurs de m'envoyer un petit lien de leur reco pour que ce soit accessible et ça sera dans les notes de l'épisode. Donc, en bas d'épisode, s'il y a des choses qui vous ont plu ou que vous avez envie de découvrir un petit peu plus en détail dans ce qu'on a dit, je vous invite à aller cliquer. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon épisode. N'hésitez pas à nous solliciter encore une fois sur le canal Instagram ou maintenant sur notre nouveau compte Instagram auquel on vous invite on espère que vous allez vous abonner et suivre nos aventures. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut les amis. Salut. Salut. Ciao. Salut.